qui va nous renvoyer un host token secret, et nous valider le fait que notre callback est valide. Étape suivante, c'est là où on va valider le fait que l'utilisateur est connu du provider et qu'il autorise l'application à avoir accès à ces données. Donc pour ce faire, on va utiliser une redirection du browser du client vers le provider, de manière à ne pas du tout passer par nous pour pouvoir saisir ces données privées. À ce moment-là, l'utilisateur va saisir son login mot de passe, va s'authentifier, va dire s'il accepte ou non de partager ces informations avec l'application tierce. Et dans ce cas, le provider de service va rediriger sur la callback qu'on a donnée précédemment pour nous transmettre un host token. C'est à peu près ce type de page-là où on se retrouve lorsqu'on nous demande si on accepte ou pas sur un RIM donné de partager ces données. En l'occurrence, là on demande si on accepte de partager avec WordPress.com l'accès et la modification de ces data Twitter. Une fois qu'on a récupéré ce token, on est redirigé vers l'application tierce où on lui repasse le token. Une fois qu'on a le request token, on va l'échanger contre un access token qui lui nous donnera définitivement accès à l'API pendant un temps donné. Encore une fois, on a le consumer key, on passe le token, on a une signature, timestamp, nonce, verifier et encore une signature. Enfin, signature méta des signatures. Ce qui fait quand même pas mal de données pour aller demander des informations. Si tout se passe bien, le fournisseur, le provider, nous renvoie un host code avec un secret. Cet host code et ce secret vont nous permettre enfin de faire des appels sur l'API en régénérant une signature ainsi que tous les paramètres précédents systématiquement. En l'occurrence, là je vais chercher mes photos de vacances pour pouvoir les imprimer. C'est ce qu'on appelle la danse au host. Le fait d'aller chercher un request token, de le récupérer, de demander une redirection au browser de l'utilisateur pour qu'il aille s'authentifier auprès du provider de service, qu'il donne la validation comme quoi il accepte de partager ses données. Le provider de service nous retourne un host verifier et un host token qu'on va échanger contre un access token qu'on va donner à l'API pour avoir les données. C'est pas mal d'aller-retour. Le problème de host, c'est que tous ces paramètres-là, déjà ils sont persistants en code, ils sont nombreux, mais surtout le vrai problème c'est la signature. Pour faire la signature, je récupère tous mes paramètres, je les trie par ordre alphabétique, je les regroupe, je les sépare par des et commerciaux. J'ajoute la méthode en majuscule, j'ajoute l'URL, je réencode le tout une deuxième fois, je signe avec le consumer secret et l'host secret, et je passe tout ça en HMAC SHA-1. Il suffit que je me plante à un endroit, par exemple que mon percentage en code soit faux, ou que je me plante dans l'ordre de tri alphabétique. Je ne sais strictement pas pourquoi ça ne s'est pas passé, mais j'arrive pas à me connecter sur le site correspondant. Donc la signature c'était quand même assez pénible. Alors Twitter, Google et tout ça, ils sont regroupés, ils se sont dit on va essayer de trouver autre chose, on en a marre d'être contactés par les développeurs d'applications qui ont des problèmes, on va passer sous SSL. Et c'est là où OAuth 2 est né. OAuth 2 standardisé en 2012. Il y a eu une trentaine de drafts parce qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Au début, il y avait les gros groupes et Eran Hammer de Walmart. À la fin, il n'y avait plus que des grosses entreprises qui voulaient faire tous aller en mode. Ce qui fait qu'Eran Hammer a décidé de se barrer et dit de toute façon, c'est naze, il y a trop d'entreprises, moi je voulais faire ça dans la facilité, dans la simplicité. Résultat, c'est devenu un peu n'importe quoi. Mais ça a réussi à naître et heureusement, on n'a pas attendu ça pour les mettre en place. Plus de hash, on passe au SSL. On passe d'une notion de realm à une notion de scope. Et là, par contre, sur de l'OAuth 2, on a énormément d'exemples. On a Google qui l'utilise, Facebook, GitHub, et de nombreux autres sites qui sont déjà passés à du OAuth 2. Ici, on change un peu le vocabulaire. On passe de la client ID à un client secret. On passe à un host code, plus de notion de secret. Un access token, plus de notion de secret encore. Et un refresh token qui va nous permettre de renouveler régulièrement nos tokens sans avoir à repasser par toute la validation. Pareil, l'avantage, séparation des rôles entre les serveurs d'authentification, de tokens et de ressources. J'ai plus besoin d'avoir la même URL, la même API derrière. Tout peut être sur des serveurs différents, ce qui est mieux en termes d'architecture distribuée. Comme tout à l'heure, étape préliminaire, je déclare mon application entière sur le site du fournisseur. Sauf que là, en plus, je dois définir le type de cas d'utilisation. 90% des types de cas d'utilisation à l'heure actuelle vont être des web server apps. Donc vont utiliser un authorization code.
Et de plus en plus, les applications mobiles, les Canva vont se développer. Donc il y a d'autres méthodes de s'authentifier qui sont rajoutées. Première étape, dans le cas d'une authorization code, je vais aller demander au provider Je vais directement faire une redirection de mon utilisateur sur le provider. Je vais totalement zapper la première étape qui était le request token. J'en ai plus besoin. Je sais qu'en HTTPS, mes données ne vont pas être craquées, donc j'ai pas besoin de faire une première demande pour être sûr que ce soit moi par la suite. On arrive à ce même type de page que tout à l'heure, où je valide, voulez-vous partager vos données pour un certain scope, pour un certain type d'action. Je récupère mon OS code sur la callback que j'ai donnée. Donc directement sur mon serveur sans avoir à faire de redirection. J'échange ensuite mon OS code contre un access token, directement. Comme vous pouvez voir, ça simplifie énormément ce qu'on cherche à envoyer. J'ai plus besoin de signature méthode, de nonce, de ces choses-là. J'ai juste besoin d'un OS code, d'une redirectuary, de mon client ID et de mon client secret. Et comme c'est une discussion serveur à serveur, cette fois-ci, je peux effectivement faire passer dans la communication mon secret. Ça ne risque pas de passer par l'utilisateur, donc ça ne risque pas de tomber dans de mauvaises mains. On me répond, on me donne un access token de type bearer, on me dit dans combien de temps il expire, et on me donne un refresh token si jamais j'ai besoin de renouveler ma connexion. Le refresh token, c'est un peu l'équivalent d'une session finalement. Ou d'un cookie plutôt. L'access token sera une session et plutôt le refresh token un cookie, pour une connexion prolongée. Et enfin, pour accéder à mon API, j'ai deux moyens. Soit je passe l'access token directement dans l'URL en paramètres, soit je le passe dans les headers en passant une autorisation de type bearer. Cas des implicites. Le cas notamment des applications mobiles et des applications browser. Le problème, c'est que je ne peux pas mettre mon app secret dedans. Il suffit que je décompile l'application et tout d'un coup, n'importe qui peut pouvoir se faire passer pour moi. Donc je dois passer autrement. Je vais passer par un type implicite, donc il ne va pas valider qui je suis. Donc je vais quand même envoyer un client ID, mais derrière, en termes de droit, on est bien... En fait, vu que je me suis mis en tant qu'implicite, on sait très bien que je ne suis pas sûr que je sois moi. Donc on ne me donne généralement qu'un seul token, pas de refresh token, et généralement des droits limités. Ce token revient sous forme de fragment sur l'URL que j'ai donné. Dans le cadre du mobile, on va utiliser un custom shim pour pouvoir envoyer le token, ce qui permet de le recevoir aussi au niveau de l'application. Dans le cas du password, c'est-à-dire dans les applications notamment, si je suis GitHub, que je fais mon application mobile GitHub, je sais que je suis quelqu'un de sûr, de sécurisé, je peux passer directement mon client ID, mon client secret, le username et le password, je sais que la connexion est sécurisée, j'ai pas besoin de passer par toute la danse OAuth 2, je peux directement passer l'username et le password. Je reçois directement un access token. Dans le cadre des client credentials, là je vais jusqu'à ignorer qui est l'utilisateur pour qui je veux me connecter. Je me connecte pour n'importe qui, je me connecte pour tout le monde. C'est vraiment dans le cadre d'applications qui sont vraiment très contrôlées. Dans le cadre du refresh token, à la place de repasser par l'autorization code et de repasser par la redirection vers l'utilisateur, ça va directement être un contact de serveur à serveur où je vais changer mon refresh token contre un nouveau couple access token plus refresh token. C'est ce qu'on appelle l'OAuth 2 Dance. Et comme vous pouvez voir, elle est beaucoup moins compliquée, beaucoup plus simple, avec moins d'étapes que la danse OAuth 1. Donc c'était quand même une avancée et quelque chose d'assez bienvenu. Comme je vous disais, je vais vous présenter un autre module côté client. Je pense que ça va être le plus utilisé. C'est Passport. Là, par exemple, je vous ai donné un exemple de comment, avec Passport, je mets en place très facilement une stratégie Facebook. Passport va encapsuler directement toute la complexité de OAuth ou de OAuth 2, en l'occurrence OAuth 2 pour Facebook. J'ai juste à lui donner quelques paramètres, mon client ID, mon client secret et ma callback. Et lui, derrière, il va je gérer l'essentiel. Je vais quand même lui dire comment retrouver dans ma base de données à partir de l'access token qui est l'utilisateur que je suis en train de voir, parce qu'il faut quand même que je sache qui est mon utilisateur. Mais c'est les seules parties à customiser, le reste directement. Il n'y a plus qu'à protéger les URL qu'on veut. C'est une protection avec une authentification Facebook. Personnellement, j'aime pas trop ce module, mais j'en ai pas trouvé d'autres, à part le faire à la main. C'est-à-dire, comme vous avez pu voir avec Request, ça peut se faire assez facilement. Le faire soi-même, potentiellement, je vois que Quentin m'a fait signe parce que je sais qu'il en a développé un à sa sauce.
J'aime pas trop Passport dans le sens où la gestion des erreurs de l'authentification remonte assez mal. Il faut vraiment aller chercher dans les tréfonds de la bibliothèque pour réussir à avoir les erreurs de connexion. Côté serveur, comment monter un serveur OAuth en Note? Pareil, j'ai utilisé un autre module, OAuth 2 Orize. Il y a aussi OAuth Orize qui existe pour du OAuth 1. OAuth 2 Orize, c'est pour du OAuth 2, qui est un module qui se base sur Express et qui, là on va le voir, en 30 lignes de code est capable d'instancier entièrement un serveur OAuth 2 qui est capable de répondre. Donc je vais d'abord créer mon serveur. Je vais définir la méthode pour donner un code d'autorisation. Je vais définir la méthode pour échanger ce code d'autorisation avec un access token. Ces méthodes-là sont à personnaliser parce que c'est basé sur de la persistance. En fonction de votre persistance, vous pouvez la modifier comme vous le souhaitez. Ensuite, il faut que je mette en place 2 dialog endpoints pour la décision. Le premier pour dire je vais identifier la personne. Le deuxième pour dire est-ce que tu acceptes ou non de partager tes données. Enfin, je mets en place un token endpoint, une API endpoint, qui va vérifier que pour le token endpoint que l'application cliente me donne bien ses bons ID et secrets, et pour l'API endpoint, qu'on m'envoie bien un bearer, donc un token qui se trouve bien dans mes tokens acceptés. Et voilà, j'ai un serveur OAuth 2 fonctionnel. Il me reste juste à gérer les sessions pour serialiser et désérialiser mon client. Et j'ai tout ce qu'il faut, ça tourne. Pour conclure, si vous voulez plus d'infos sur OAuth 2, parce que c'est quand même assez rapide, vous pouvez aller sur OAuth2.net sur OAuth.net qui regroupe toutes les ressources sur OAuth à l'heure actuelle. Il y a sur différents langages, il y a pas mal d'aides et de recensement d'articles. Un article sur les risques et menaces, parce que derrière il y a quand même pas mal de sécurité à mettre en place. C'est l'authentification et les applications tierces, c'est quand même une pierre angulaire des gros systèmes, donc il y a quelques bonnes pratiques qui sont à mettre en place. Et enfin, Eran Hammer, le premier papa de OAuth 2, a quitté le projet en faisant un article assez retentissant. Si vous voulez aller le lire, c'est une culture intéressante. Et pour conclure, je dirais qu'OAuth 2, c'est très bien lorsqu'on a une grosse infrastructure avec beaucoup d'applications tierces. On n'a pas envie toutes les 2 secondes d'avoir à se déplacer pour leur expliquer qu'ils ne savent pas utiliser leur algorithme de hash ou trier correctement les paramètres. Sinon, si vous avez déjà un serveur d'authentification OAuth 1 où vous avez assez peu d'applications clientes, OAuth 1 fait très très bien le boulot et c'est plus simple ensuite à sécuriser. C'est vraiment quelque chose qui a déjà été testé et à part si on a un OAuth 2 fonctionnel, il y a encore suffisamment de possibilités de danger pour se dire qu'un OAuth 1 est plus sécurisé. Je vous remercie de votre écoute. Si vous avez Bonsoir. Alors c'est pas vraiment une question, c'est juste une remarque. Vous avez parlé de Passport. Vous disiez que vous n'aimiez pas trop. Donc je vais vous donner un autre module qui fonctionne très bien sur Node.js, sur JavaScript et aussi sur PHP maintenant avec un SDK qui s'appelle OAuth.io. Donc je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais ça marche plutôt bien aussi. Donc moi, en l'occurrence, je travaille chez eux et si vous avez des questions, vous pouvez venir. D'autres questions? Est-ce que tu peux expliquer un tout petit peu en quoi OAuth 1 est un peu plus sécurisé que OAuth 2? Déjà, on a vu Heartbleed qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Donc HTTPS, c'est pas forcément la solution idéale. Après, il y a des problèmes de session, notamment, qui ont été relevés, qui n'apparaissaient pas dans OAuth 1, qui apparaissent dans OAuth 2. Des sessions qui se continuent, ou le fait de pouvoir se connecter alors qu'on n'a pas fermé correctement son application. Après, les problèmes dont j'ai entendu parler, c'est plus des problèmes qui vont apparaître dans OAuth 1 ou OAuth 2, qui sont notamment des layers invisibles au-dessus des pop-up ou des pages de redirection. C'est d'ailleurs pour ça, je crois que Facebook
interdit maintenant, ou essaie d'interdire un maximum, l'ouverture de pop-up sur la page d'origine, pour éviter qu'il y ait des couches supplémentaires qui se rajoutent dessus. Mais c'est les seules problématiques dont j'ai entendu parler. Pour l'instant, on a mis en place un serveur OS 2, mais on n'est que dans des applications sécurisées, donc on n'est pas rentré dans les applications ouvertes au grand public, donc on n'est pas rentré non plus dans les extrêmes de ces sécurités à mettre en place. Mais voilà, pour donner quelques exemples. Pour prolonger un petit peu la réponse que tu viens de faire avec l'HTTPS, est-ce que tu peux revenir sur le point qui fait que OAuth 2 se base sur HTTPS et que s'il y avait de l'HTTP à la place, ça ne marcherait pas, enfin qu'il y aurait des problèmes de sécurité? C'est quoi à quel moment il se passe dessus? Quelle est la faille possible? Je ne suis pas sûr d'avoir saisi. Alors ce qu'on faisait, c'est qu'on créait une signature pour être sûr que ce soit toujours la même personne, que ce soit les mêmes données, que les données n'aient pas été modifiées. Avec HTTPS, l'avantage c'est qu'on est sûr que ces données n'ont pas été modifiées et n'ont pas été récupérées entre-temps et échangées. C'est pour ça qu'on arrive à enlever la signature, c'est finalement de se dire que ces données n'ont jamais été modifiées et qu'un tiers n'a pas réussi à y avoir accès. Entre les serveurs, là, c'est ça? Entre les serveurs, oui. D'accord, c'est juste pour l'intégrité des données? Il y avait une sorte d'authentification aussi du serveur en face pour être sûr de... Oui, il y a aussi... Quand le provider envoie le haut code, c'est ça, non? Il n'y a pas ce cas-là? Tout à fait, il y a une étape supplémentaire dans OAuth 1 qui est la première, c'est le fait d'avoir, ici, de récupérer un host token secret et d'avoir sa callback confirmée. Finalement, cet host token et cet host token secret, tout au long du cycle de vie de OAuth 1, vont servir à créer la signature. Donc finalement, on va vraiment valider le fait que ce soit bien ce site-là qui a fait le premier appel et qui valide tout au long de la chaîne cet appel. Oui, mais là, par exemple, le secret, là, on est en OAuth 1, donc OAuth 1 fonctionne sur l'HTTP oui. correctement, et donc le token secret, il a pu être écouté. Il a pu être écouté. Et ça pose pas de problème, ça, en fait? Ben, je me dis que ça doit être un problème. Je pense qu'ils l'ont résolu d'une quelconque manière, dans le sens où, vu que c'est une réponse de serveur à serveur, je pense qu'ils considèrent que c'est pas si important que ça, le fait que ça ait été écouté. Après, je crois qu'il y a un élément de réponse. En fait, pour créer la signature, tu as toujours le consumer et le consumer secret. Et le consumer secret, il n'est jamais passé sur la ligne de transmission. Ce qui fait que quand tu calcules ta signature, il n'y a que deux personnes qui ne connaissent le consumer secret qui a permis de calculer cette signature. Toi-même et le serveur. Donc comme ça passe jamais dans la transmission, personne ne peut hacker ce code. Merci. Bon bah une dernière alors. Moi j'ai une question. J'étais très intéressé par créer son propre provider OAuth 2 pour son site. Mais j'ai vu que ça existe en fait comme service. Est-ce que tu as entendu parler de services qui font ça? Moi j'ai entendu parler de Mashery et d'Apigee par exemple. Apigee, j'en ai entendu parler, surtout sur les API, ils proposent des articles vraiment intéressants. Après, dans le cadre où nous on a fait notre serveur, c'était vraiment aussi parce qu'on voulait être un provider, on ne voulait pas laisser une tierce personne et on voulait avoir la main dessus. C'est pour ça qu'on n'a pas regardé d'offres professionnelles qui permettaient de faire ces propositions. Mais je pense que Apigee, je suis depuis pas mal de temps leurs articles et je pense qu'effectivement ils doivent être pas mal compétents là-dessus, ils sont très au fait des problématiques, de ce type de problématiques. D'accord. Mais dans le cas d'un projet from scratch, est-ce que tu conseillerais d'utiliser plutôt un service dont c'est le métier de faire ça correctement ou de le faire soi-même? J'utiliserais plutôt un service dont c'est le métier. Ils ont déjà plus d'expérience, ils ont déjà tout le matériel et c'est comme si je voulais redévelopper mon Picasa moi-même. Je le ferais toujours moins bien alors que c'est leur métier. La réponse est un petit peu dans la question aussi, je suis désolé. Aussi quand même peut-être qu'il faut quand même noter si jamais vous utilisez un serveur OAuth 2 qui est un service d'une application de tresse, ça veut dire que vous faites implicitement confiance à ce tiers.
puisque ce tiers pourra générer des tokens valides pour votre application autant qu'il le voudra. Donc ça peut être une considération qui fait que vous restiez sur votre propre service. Bon ben merci beaucoup à tous et merci Virginie.